Que va dire le président? Que peut dire le président? Et surtout, est-ce que cela suffira à faire retomber la colère qui s'est emparée d'une partie des Français? Demain, 13h, dans le journal de TF1, le chef de l'État prendra la parole. Ce sera à suivre, bien évidemment, sur LCI. Une intervention attendue principalement dans son camp. Plus que jamais, ce camp a besoin de réconfort après une séquence politique dévastatrice, d'autant qu'elle n'est pas terminée. On retrouve Anne Bastien-Auger à l'Élysée. Oui, Bastien-Auger, vous êtes à l'Élysée pour TF1 LCI. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez pu avoir quelques indiscrétions? On verra ce que dit l'un des participants à l'AFP dans un instant. Mais est-ce que vous avez des informations sur ce que pourrait dire ou ce que ne pourrait pas dire le président de la République demain? Alors on est en train de recueillir toutes les informations puisque la réunion est terminée il n'y a pas très longtemps. Et en effet, ce que nous disent plusieurs participants qui étaient autour d'Emmanuel Macron ce matin, c'est que déjà le chef de l'État leur a demandé aux parlementaires, aux ministres de réfléchir dans les 2-3 semaines qui viennent à comment changer de méthode, comment changer le calendrier législatif aussi, donc de faire des retours dans 2 ou 3 semaines, ce qui est intéressant puisque ça veut dire qu'Emmanuel Macron prend un peu de temps, qu'il n'arrivera pas demain à cette interview avec des certitudes sur la méthode ou sur la suite des projets, mais qu'il compte prendre un peu de temps, donc ce temps de concertation avec ses propres troupes pour savoir comment reprendre la main pour les mois qui viennent. C'est la première information. Donc, et la deuxième information, c'est que selon l'un de ses participants, Emmanuel Macron a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de procéder à un référendum sur la réforme des retraites, en tout cas pas dans l'immédiat. Voilà donc ce qui est ressorti de cette réunion. Emmanuel Macron va poursuivre ses concertations aujourd'hui. Tout à l'heure, il va recevoir le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale. Ce soir, il recevra les parlementaires de la majorité qui sont un petit peu aussi échaudés par ce 49-3. Certains l'ont mal vécu et donc demain, cette interview dans laquelle Emmanuel Macron tentera donc de donner un cap, en tout cas de répondre à certaines des inquiétudes. Il faut un message fort, il faut des perspectives, me disait ce matin l'un de ses proches qui lui plaidait par exemple pour un référendum dans les mois qui viennent sur la question des institutions, tenter de répondre à une partie de la colère de ceux qui manifestent et qui vont peut-être continuer de manifester. Alors ces propositions, elles vont continuer à arriver sur la table du chef de l'État dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et donc, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est qu'Emmanuel Macron, pour le moment, prend le temps de recueillir toutes les propositions avant de tracer le cap. Merci beaucoup Bastien, ça consulte beaucoup. Donc vous intervenez avec Audrey Legray quand vous voulez dans ce 12-15. Décidément, on va se tourner vers nos spécialistes sur ce plateau. Il se dit beaucoup de choses depuis l'Élysée. Ça fuite beaucoup, mais attention, il y a des choses qui sont à prendre avec des pincettes. Oui, à voir les confirmations et selon les participants, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, c'était un peu la tournée des Grands-Ducs pour Emmanuel Macron avec les différentes réceptions. Que ce soit depuis ce matin 9h avec les chefs de la majorité et la Première ministre, le déjeuner avec les 2 présidents des assemblées et puis la majorité, députés et sénateurs dans la soirée. Mais effectivement, de ce qui semble ressortir de ce qui a été lâché à d'autres confrères, c'est que ni dissolution, ni remaniement, ni référendum pour Emmanuel Macron, en tout cas dans son intervention télévisée, dans son interview qu'il accordera et qu'il fera demain à 13h sur TF1 et diffusé aussi sur LCI. Donc voilà les premiers indices qu'on aurait. En gros, si on traduit, c'est qu'il n'a pas choisi d'option politique, en quelque sorte, Emmanuel Macron, c'est-à-dire, parce que quand on parle dissolution, quand on parle remaniement, c'est de la politique. Et pourtant, un conseiller ministériel ce matin me disait, il va falloir qu'il revienne à faire de la politique avec un grand P, avec un P majuscule. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi, refaire de la politique avec un grand P, un P majuscule? Il m'a dit, c'est aller dénoncer, débusquer tous les tartuffes, les partis politiques. Il va falloir, pourquoi pas aller chercher les Républicains? Est-ce qu'on continue de les maltraiter ou est-ce qu'on les traite bien? Est-ce qu'on fait un accord de gouvernement, c'est-à-dire sur toute la mandature, ou est-ce qu'à un moment donné, sur un an, on dit sur 5-6 textes, on travaille avec vous et on se met d'accord? Voilà ce qui ressortait un petit peu ce matin sur l'état d'esprit, j'allais dire. Marie, ça chauffe aussi au niveau de votre téléphone? Ça chauffe Il n'y a un pas peu. qu'à l'Élysée. Non, ce qui transparaît de cette première réunion au lendemain de cette motion de censure rejetée à 9 voix près quand même, c'est qu'on en tire un peu les leçons. Après, est-ce que ces leçons ne sont pas tirées un peu trop tard, trop tardivement? Ce que veut aujourd'hui le chef de l'État, c'est que sa majorité, composée de Renaissance, du Modem, d'Horizon, lui fasse aujourd'hui des propositions sur des manières de faire autrement, en vue d'un changement d'agenda, en vue d'un changement de réformer, de comment on réforme, parce que
on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, de gros textes à venir, la majorité n'est pas du tout assurée. On pense en premier lieu à la réforme sur l'immigration, le texte immigration. Quelle majorité pour ce texte et quelle majorité pour les autres textes? La réforme du travail, notamment. La réforme travail, en effet. Donc aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est en tout législatif, m'expliquer un ponte de la majorité, est-ce qu'on est en tout réglementaire, est-ce qu'on arrive à remettre les syndicats autour d'une table? Rien n'est moins sûr quand on voit les propos d'un modéré Laurent Berger. Est-ce qu'il reviendra à la table de la discussion? Là aussi, il s'agit de faire des propositions et consulter la base militante, parce qu'on a aussi conscience que chez les électeurs d'Emmanuel Macron, les électeurs convaincus de la première heure, la méthode, la manière de faire a beaucoup déçu, voire contrarié. Et donc là, il s'agit aussi, à part des députés sur le terrain qui se sont pris quelques claques ces dernières semaines, qui ont pris des reproches, de voir comment on peut faire autrement. Après, je vous vois, Françoise, hausser les sourcils. Ce qui paraît un peu... Voilà, ce qui transparaît, c'est qu'on se dit... C'est délirant, en fait. C'est délirant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça paraît un peu tardif. C'est ni tardif. Emmanuel Macron, il a un problème, il est dans une impasse. Qu'on soit clair, net et précis. Il n'y a pas 3000 solutions. Dissoudre, est-ce que c'est une bonne solution? Non. Que l'AFP nous annonce, et vos gentils interlocuteurs nous annoncent qu'il ne dira rien, c'est tellement écrit, c'est écrit depuis qu'on sait qu'il va sur le 13h de TF1 et de France 2. Quand vous voulez annoncer quelque chose, vous vous adressez aux gens qui travaillent. Vous vous adressez pas aux gens qui forment le bataillon de votre électorat, c'est-à-dire les retraités, des gens qui sont plutôt favorables. Sur l'électorat, sur l'audience du Trésor, il faut savoir, contrairement justement aux idées reçues, ce ne sont pas simplement des retraités, ce sont des actifs et un public très féminin pour rejoindre le Trésor. Je vais terminer, que ce soit des actifs et des féminins, les gens qui sont dans les villes regardent assez rarement le Trésor, donc le choix... C'est pas que les grandes villes. Non mais écoutez, je voudrais finir, soyez sympa, je vous ai laissé développer... Pour une fois que c'est l'inverse. Voilà, non, c'est pas vrai, ça c'est une idée reçue, puisqu'on est dans les idées reçues. Choisir cela sous forme de conversation avec deux journalistes, c'est évident qu'Emmanuel Macron ne va pas annoncer dans le mode de ce qu'il a choisi, je dissous et je limoge ma première ministre, donc c'était déjà écrit. Deuxièmement, je veux bien qu'on nous vende qu'il faut du dialogue, comment il sort de la situation sociale là, comment est-ce qu'il fait rentrer dans son lit de la rivière de la colère? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que peut dire Emmanuel Macron, qui est comptable aux yeux de l'opinion de ce qui est en train de se passer? Parce que je veux bien qu'on tape sur Elisabeth Borne, mais la réalité c'est que les manifestants ne parlent pas d'Elisabeth Borne, ils parlent d'Emmanuel Macron. Que va-t-il dire demain pour calmer cette colère? On entend bien le malaise chez Renaissance, on entend des gens comme Patrick Vignal qui disent il faut mettre cette réforme sur pause. Donc voilà, on peut nous vendre tous les habillages qu'on veut, il faut faire de la calinothérapie. Le problème d'Emmanuel Macron n'est pas avec sa majorité, le problème d'Emmanuel Macron est avec les Français. Alors justement, puisque vous parlez de Français, regardez ces images qui nous viennent en direct de Fos-sur-Mer. On va les regarder, on les commentera tout à l'heure. Blocage du dépôt de carburant et une situation qui se tend d'heure en heure. Avec un gouvernement qui a procédé ce matin à des réquisitions de personnel du côté de Fos-sur-Mer. Et c'est ce qu'avait dit Olivier Véran. Ça continuera d'ailleurs, ces réquisitions de personnel. Sur les conséquences de cette réunion et ce qui s'est dit, on semble être dans un temps là court. Quand on le voit sur le bandeau, ni dissolution ni remaniement, il n'y a pas volonté aujourd'hui de réagir à chaud et de prendre le temps. Mais sur un participant que nous avons joint, notamment Bastien Auger, quelqu'un lui dit clairement, ça donne le sentiment que dans 3 semaines, il va reparler pour là, peut-être, s'avancer un peu plus et prendre des décisions qui pourraient être de ce ressort. Mais encore une fois, on sent qu'il y a la volonté un peu de temporiser. Il ne veut pas être pris en flagrant délit de réagir à la pression, c'est ça? Mais demain, on est à la veille d'une grande mobilisation. Une grande mobilisation, c'est-à-dire la grande journée d'action organisée par les syndicats, ce qui pourrait éviter des débordements comme ceux auxquels on a assisté hier soir. Donc il ne faut pas que ces propositions remettent un euro dans la machine de contestation. En plus, la forme, Françoise le disait, de l'intervention, ce n'est pas une intervention solennelle à 20h d'un président qui seul annonce les décisions qui suivent la mobilisation, le vote de censure et annonce une grande réforme. On est dans un entretien, c'est-à-dire il y aura une partie à nouveau. Pourquoi je veux cette réforme, pourquoi elle est utile, et je vous l'explique encore une fois. Alors c'est vrai que le public de 13h, il est
plus, on va dire, dans des villes moyennes, petites, mais c'est vrai que là aussi, il y a eu une mobilisation, donc il faut La s'adresser France aussi des à préfectures et des sous-préfectures. Oui, des sous-préfectures qui a beaucoup manifesté, il y en a qui regarderont, et encore une fois, il s'agit de ne pas relancer la machine à contestation. Après, moi j'ai entendu le porte-parole du gouvernement ce matin, Olivier Véran, qui dit, il y a eu un vote sur les retraites sous la forme d'une motion de censure. 2, la motion de censure n'a pas été adoptée, donc Elisabeth Borne est confortée. Donc là, on peut s'interroger, est-ce qu'on est dans un monde parallèle ou une vérité parallèle qui est en train d'annoncer le gouvernement? Donc tout va bien, en gros, et on va continuer. Avec un recours à la force dans certains points de blocage, qui est d'ailleurs l'illustration de ce qui se passe à Fos-sur-Mer. La réforme peut s'appliquer. Alors évidemment, il y a encore le Conseil constitutionnel, mais saisi par la Première ministre avant même que les oppositions les saisissent. Et puis, puisque la réforme est adoptée, on va l'appliquer. Et le désordre, c'est non. Et donc réquisition dans les raffineries pour que la France ne soit pas paralysée. Réquisition aussi pour le ramassage des ordures, notamment à Paris. Donc au fond, on va continuer. Voilà, on continue. Et il y a d'autres projets qui vont arriver. Donc on va mettre les projets sur la table et on va dire aux Français, mais regardez, nous n'arrivons pas. La réforme pourra être en quelque sorte améliorée grâce à un projet de loi sur le travail, par exemple. Et puis on a d'autres. La réforme des institutions, on en parle beaucoup. Et tiens, pourrait dire le président, on va réfléchir notamment à l'utilisation du 49.3 pour faire fonctionner notre système. Donc, mais en gros, on continue. Et certains, y compris dans la majorité et non des moindres, disent, et notamment on pense à l'ancien président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Gilles Legendre, qui dit « il n'y a rien de pire que le déni ». Je suis assez d'accord avec lui. Je voulais dire qu'on peut déjà toper en une seconde. Je vais tout à fait dans le sens d'Alerte sur le monde parallèle. Je vais être plus sévère qu'elle parce que c'est comme si de rien n'était. On est encore dans la stratégie habituelle d'Emmanuel Macron, comme si de rien n'était. Je veux bien qu'on fabrique depuis quelques années la légende d'un président qui refuse de réagir sous la pression. Non, Emmanuel Macron refuse de perdre. S'il avait accepté de perdre parfois c'est gagner. Qui perd gagne est une très belle expression. Il ne voulait pas perdre ce vote. Il a enclenché une mécanique dont il ne peut se défaire à part dire justement ce que dit Arlette, mais je le prends dans ma bouche à moi. Je continue, je persiste, je signe. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron. On connaît parfaitement sa rhétorique jésuitique. Je peux vous ficher mon billet que demain nous allons avoir droit à... Mais regardez bien, la motion de censure n'a pas été votée, donc il n'y a pas de majorité alternative. On va avoir droit. C'est vrai. Mais oui, mais vous savez très bien que dans la situation, c'est pas ça le sujet. Non, mais c'est aussi une réalité. Vous allez avoir forcément un mot sur les foules haineuses. Emmanuel Macron ne sait pas ne pas jeter d'huile sur le feu. Pendant les Gilets jaunes, toutes ces interventions, on faisait des bonds sur les plateaux. À chaque fois, il y avait quelque chose sur la haine. Nous allons avoir cela. Nous allons avoir. Moi, je suis ce président, sous-entendu courageux, qui se moque de l'impopularité, qui veut sauver le système des réformes. Voilà, je vous la fais. N'allez pas plus loin, vous l'avez certainement sous vos yeux. Ces images, je le répète, sont en direct. Vous êtes à Fos-sur-Mer, c'est un dépôt de carburant. Et si vous regardez bien, c'est assez facile à lire. Il y a également les dockers qui se sont joints au mouvement. Affrontement en ce moment, ou tension, on va dire ça comme ça, avec les forces de l'ordre. En général, l'association des dockers et des représentants des syndicats, notamment de la CGT dans les énergies, ça fait pas bon ménage. Vous rajoutez les marins pêcheurs et le compte est bon. Non, exactement. mais c'est vrai que ça fait partie. C'est le quotidien d'un gouvernement et de l'exécutif s'il continue à s'entêter, s'il n'apporte pas les bonnes réponses aux questions que se posent les Français. C'est en tout cas des images, ce type d'images-là qui tournent en boucle sur les chaînes d'information en continu que redoute le gouvernement.